Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le cours de physiologie cellulaire ayant trait à l'adhérence cellulaire. Nous allons aborder les jonctions cellulaires ainsi que la matrice extracellulaire. Les jonctions cellulaires sont très importantes pour la structuration d'un tissu. Que vous ayez affaire à un tissu épithélial ou l'ensemble des cellules qui constituent un tissu ou un organe, elles ont besoin d'être jointives et de tenir les unes aux autres ou être reliées les unes aux autres par des systèmes jonctionnels. Sur cette diapositive, vous pouvez constater un schéma avec différentes cellules qui sont de type épithélial. Ici, vous pouvez constater le terme microvillosité. Nous avons donc affaire à un tissu épithélial, digestif, notamment les cellules constituant l'épithélium de l'intestin grêle. Différents systèmes jonctionnels permettent de relier ces cellules les unes aux autres, mais également la membrane plasmique aux différents éléments du cytosquelette. Différents types de jonctions peuvent être observés, notamment les jonctions étanches, qui sont localisées juste en dessous de la membrane plasmique, côté apical, et elles interviennent notamment dans la fonction de perméabilité de l'épithélium, et perméabilité au niveau paracellulaire. Elles vont assurer en quelque sorte l'étanchéité d'un épithélium, qui est donc le tissu de bordure d'un organe avec ou d'un tissu avec une cavité de l'organisme. Deuxième type de jonction, les ceintures d'adhérence. Elles sont également constituées de complexes jonctionnels, reliés également à des éléments du cytosquelette. Dans le cas des ceintures d'adhérence, ce sont les filaments d'actine. Les jonctions étanches sont également en contact avec les filaments d'actine. Deuxième catégorie, même troisième catégorie de jonctions, ce sont les desmosomes. Les desmosomes sont considérés comme de véritables boutons pression permettant de relier une cellule avec les cellules voisines. Les protéines constitutives des desmosomes sont en contact avec les filaments intermédiaires de kératine. Les ceintures d'adhérence et les desmosomes ponctuels constituent ce que l'on appelle les jonctions d'ancrage. Troisième type de jonction, les jonctions de type gap. Elles ne sont pas en contact avec les éléments du cytosquelette. Ces jonctions jouent le rôle de jonctions de communication, on les appelle également jonctions ouvertes, et elles permettent la transmission d'informations entre deux cellules. Nous verrons un petit peu plus tard dans le cours que ces jonctions sont constituées en fait de canaux permettant le transfert d'informations d'une cellule à l'autre. La cellule doit également être en contact avec un support. Dans le cas d'un tissu épithélial, c'est la lame basale. Nous verrons également un petit peu plus tard de quoi est constituée la lame basale. Il existe différents systèmes jonctionnels également permettant de relier les cellules à la lame basale. À la base des cellules sont présents les hémidesmosomes. Les hémidesmosomes sont des systèmes jonctionnels constitués également de protéines en contact avec les filaments intermédiaires de kératine. Il existe également, mais qui ne sont pas représentés sur ce schéma, les contacts focaux ou points focaux d'adhérence qui, eux, sont en contact avec les filaments d'actine. Les hémidesmosomes sont l'équivalent à la face basale des cellules des desmosomes. Les contacts focaux ou points focaux d'adhérence sont l'équivalent des ceintures d'adhérence, mais à la face basale des cellules. Commençons par les jonctions étanches ou serrées. Donc le premier type de jonction cellulaire dont nous avons parlé sur les schémas des diapositives précédentes. Vous constatez que ces jonctions étanches ou serrées, elles sont situées juste en dessous de la membrane apicale et elles vont servir de système
créant un frein au passage de molécules entre les cellules, c'est-à-dire au niveau paracellulaire. L'essentiel des molécules qui doivent être absorbées par une cellule vont devoir passer en transcellulaire au travers de la cellule, en passant notamment au travers de systèmes de protéines en fait transporteuses qui vont être spécialisées dans le passage et le transport à la fois de glucides mais aussi d'acides aminés. Ici, la molécule qui est représentée, c'est la molécule de glucose qui va rentrer dans la cellule par des transporteurs spécifiques, notamment la protéine SGLT1, qui va servir de protéine de transport pour le glucose, lui permettant d'accéder à l'intérieur de la cellule. Un des intérêts également de ces jonctions étanches ou serrées, c'est qu'elles vont bloquer le passage et le transfert de molécules situées au niveau de la membrane apicale sur la membrane située en basolatéral. Des transporteurs qui sont spécifiques de la face apicale ne doivent pas pouvoir migrer grâce au mouvement des molécules de la membrane plasmique sur les faces basolatérales. Même s'il existe une possibilité pour ces molécules de pouvoir bouger au niveau de la membrane plasmique, en aucun cas des transporteurs qui sont localisés au niveau apical doivent pouvoir migrer en basolatéral. Donc ces protéines jonctionnelles, elles vont également servir de frein aux migrations apicales vers basolatérales ou basolatérales vers apicales. Cela permettra ainsi de conserver un aspect spécifique à la membrane plasmique, qu'elle soit apicale ou basolatérale. Sur la droite en haut de la diapo, c'est une représentation après cryofracture des jonctions étanches. Dans le cas de cette photo en noir et blanc, elle est renversée. Vous pouvez observer les microvillosités sur le bas de la photo. Les jonctions étanches sont représentées comme vraiment un système de protéines localisé à plusieurs niveaux, sur plusieurs microns de la membrane plasmique, tel que c'est représenté également sur la représentation en bas à droite de votre diapositive. Vous pouvez voir une série de petits points blancs qui sont en fait les protéines permettant de relier les deux membranes plasmiques de cellules contiguës. Ces protéines sont donc en contact les unes avec les autres et vous pouvez comparer cela à une fermeture éclair ou également lorsque vous cousez deux tissus l'un avec l'autre, avec par exemple une machine à coudre, vous allez relier donc les deux membranes plasmiques contiguës. On peut comparer ça effectivement à une couture avec des interactions entre les différentes protéines et elles sont vraiment localisées à différents niveaux au niveau de la membrane plasmique. Vous retrouvez sur cette diapositive la représentation schématique également de la jonction étanche. Ces différents systèmes jonctionnels constituent des lignes de soudure entre deux cellules contiguës sur les différentes faces de la cellule. L'espace qui est consacré à ces jonctions étanches font environ 600 nanomètres sur la hauteur de la membrane plasmique basolatérale. Ces jonctions serrées vont avoir une double fonction. Elles vont non seulement relier les cellules les unes aux autres, et elles vont assurer également, et elles vont participer à la polarité de la cellule épithéliale, mais également elles vont bloquer le transfert potentiel de protéines spécialisées, de transporteurs localisés au niveau de la membrane plasmique.
Sur la face apicale des cellules, vous allez trouver des transporteurs qui vont permettre à des molécules de pouvoir rentrer dans la cellule. Au niveau de la face basolatérale, peuvent être également situés d'autres types de transporteurs spécifiques. Mais ces transporteurs, ils ont une fonction qui font que s'ils sont localisés en partie apicale, la fonction serait différente s'ils étaient localisés sur la face basolatérale. Donc ces jonctions serrées, elles vont servir de frein, en quelque sorte, au transfert, à la migration de protéines, et donc des protéines qui ont une spécificité en partie apicale vont toujours rester en partie apicale. Des molécules qui sont localisées au niveau basolatéral vont toujours rester au niveau basolatéral. Ce sera particulièrement important pour la polarité de la cellule, et une cellule qui a une fonction d'absorption ne le fera que par la face apicale. Lorsqu'elle a une fonction de sécrétion, elle va transporter des molécules de sa face basolatérale vers l'intérieur de la cellule et être en mesure de les excréter ou de les sécréter dans le milieu extracellulaire. Donc ici, la cellule, elle est spécialisée, elle va pouvoir transporter des substances vers l'espace intracellulaire. Les substances externes à la cellule ne peuvent pas diffuser entre les cellules au travers des jonctions serrées. Les protéines membranaires apicales ne peuvent pas migrer sur les faces latérales au travers des jonctions serrées, tel que c'est illustré également sur cette diapositive. Les protéines constitutives des jonctions serrées ou étanches appartiennent à différentes familles de protéines. La famille des claudines, notamment, qui comprend au minimum une vingtaine de membres, claudine 1, 2, 3, 4, 5. Les claudines peuvent être spécifiques d'un tissu ou d'un organe. Elles sont constituées de protéines possédant un domaine intracellulaire en contact avec les molécules du cytosquelette, un domaine transmembranaire qui traverse la membrane plasmique et un domaine extracellulaire d'interaction. Deuxième famille, la famille de l'occludine, également protéines possédant un domaine intracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine extracellulaire d'interaction. Troisième famille, JAM, pour Junctional Adhesion Molecule, qui interviennent également dans l'interaction cellule-cellule. Elles aussi, elles sont en contact avec des molécules du cytosquelette, notamment les molécules d'actine. Mais cette interaction entre les protéines des jonctions serrées et les molécules du cytosquelette n'est pas directe. Une seconde famille de molécules intervient, on l'appelle la famille des molécules accessoires, ou protéines de jonction également, qui interagissent entre les protéines jonctionnelles à proprement parler et les molécules du cytosquelette. Une famille importante, c'est ZO, pour Zonula occludens. Également, différents membres sont présents dans les cellules, ZO1, ZO2 et ZO3. Elles établissent le lien entre les protéines jonctionnelles et les molécules du cytosquelette, en particulier ici les filaments d'actine. Les deuxièmes catégories de jonctions cellulaires sont les jonctions d'ancrage, qui comprennent à la fois les ceintures d'adhérence et les desmosomes. Les jonctions d'ancrage permettent à des groupes de cellules d'agir comme des unités structurales solides en associant les éléments du cytosquelette d'une cellule à ceux d'une autre. Les ceintures d'adhérence sont des sites de liaison pour les filaments d'actine, alors que les desmosomes que nous allons voir par la suite sont des sites de liaison pour les filaments de kératine. Les molécules transmembranaires d'adhérence sont les cadérines. Ces protéines comprennent à la fois un domaine intracellulaire qui est lié grâce à une protéine de liaison intracellulaire aux structures du cytosquelette.
Dans le cas des ceintures d'adhérence, ce sont les filaments d'actine. Ces protéines comprennent également un domaine transmembranaire et un domaine extracellulaire d'interaction qui implique généralement un ion. Dans le cas de la famille des cadérines, ces protéines sont calcium dépendantes. L'ion qui vient donc se fixer au milieu entre les protéines est donc un ion calcium. Sur la figure de gauche, vous pouvez distinguer la représentation d'une jonction d'adhérence ou zonula adhérens. Ces jonctions sont constituées de protéines jonctionnelles que l'on appelle les cadérines, dont le domaine extracellulaire est le domaine d'interaction. Dans ce cas-là, on va parler de protéines homologues et les interactions sont des interactions de type homophile, calcium dépendante. La protéine comprend un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire qui va pouvoir, grâce à des protéines accessoires telles que l'alpha-actinine et la bêta-caténine, interagir avec les filaments d'actine. L'espace qui est défini entre deux cellules contiguës est équivalent à 30 nanomètres. L'intégrité tissulaire va être maintenue grâce à l'ensemble de ces jonctions cellulaires. Si l'intégrité des jonctions venait à être modifiée, l'intégrité tissulaire serait compromise. Donc, en particulier, si vous appliquez une force localisée à un endroit particulier d'un épithélium, il pourrait venir à lâcher parce que justement l'intégrité tissulaire qui est due à la ceinture d'adhérence ne pourrait plus jouer son rôle. Dans le cas, comme c'est indiqué sur la partie inférieure du schéma de droite, lorsque vous appliquez une force et que l'intégrité tissulaire est maintenue grâce à la ceinture d'adhérence, le tissu va pouvoir se déformer, mais il va résister à la force qui lui est imposée. Les desmosomes représentent la deuxième catégorie de jonctions d'ancrage. Les desmosomes sont également constitués de protéines que l'on appelle des cadérines, qui sont, tout comme les ceintures d'adhérence, protéines composées d'un domaine intracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine extracellulaire d'interaction. Les cadérines sont toujours, dans le cas des desmosomes, des jonctions qui sont calcium dépendantes. Ces protéines jonctionnelles, qui s'appellent desmogléine et desmocholine dans le cas des desmosomes, sont en contact avec des protéines intracellulaires qui jouent le rôle de protéines accessoires et qui forment, dans ce cas-là, ce que l'on appelle la plaque cytoplasmique. Et ces protéines jouent le rôle de protéines d'interaction entre les cadérines et les protéines du cytosquelette, notamment ici les protéines constitutives des filaments intermédiaires de kératine. Les protéines constituant la plaque cytoplasmique sont la placoglobine et les desmoplaquines. À droite, vous retrouvez une représentation schématique des jonctions d'ancrage. En comparaison, vous remarquez que les cadérines interviennent dans la constitution à la fois des ceintures d'adhérence et des desmosomes. Sont retrouvées des protéines également adaptatrices ou protéines accessoires qui créent un lien entre les cadérines et les filaments du cytosquelette. Dans le cas des ceintures d'adhérence, les filaments du cytosquelette impliqués sont les filaments d'actine. Dans le cas ici à droite des desmosomes, les filaments impliqués dans le cytosquelette sont les filaments de kératine.
Les desmosomes et les cadérines qui les constituent sont liés à des protéines intracellulaires, placoglobines et desmoplaquines. Les cadérines rentrant dans la composition des desmosomes sont la desmogléine, qui fait 160 kDa, et la desmocholine, de 110 kDa. Pour les protéines intracellulaires, les protéines que l'on appelle adaptatrices ou accessoires sont la placoglobine, qui fait 100 kDa, et la desmoplaquine, de 285 kDa. Ces protéines se lient au filament intermédiaire de kératine, formant ainsi une charpente structurale pour le cytoplasme et assurent sa résistance aux forces latérales. Vous retrouvez ici la constitution du desmosome avec les cadérines étant les protéines constitutives du desmosome à proprement parler. Ces cadérines sont en contact avec les filaments intermédiaires de kératine grâce aux protéines accessoires, aux protéines adaptatrices, qui sont pour le desmosome desmoplaquine et placoglobine. Ce sont notamment ces protéines qui forment la plaque cytoplasmique dont nous avons parlé sur la diapositive précédente. Vous constatez également que le domaine d'interaction entre la cadérine d'une cellule et la cadérine d'une autre cellule correspondent au domaine calcium dépendant, qui est le domaine d'interaction des deux protéines entre elles. L'intégrité cellulaire est assurée par la présence des filaments intermédiaires et leur interaction avec les protéines jonctionnelles. Il peut arriver dans certains cas qu'il y ait une perte de l'intégrité cellulaire en l'absence des filaments intermédiaires. De façon possible, dans certaines pathologies, nous pouvons observer une altération de la synthèse des filaments intermédiaires et ou de leur interaction avec les protéines jonctionnaires. Il suffit simplement qu'un des éléments de cette architecture structurale soit manquant pour que l'ensemble de l'édifice ne puisse plus assurer son rôle structural et de maintien. Dans le cas où les filaments intermédiaires venaient à disparaître, ou dans le cas où une protéine jonctionnelle viendrait également à disparaître, l'ensemble de cet édifice va perdre sa cohésion, et lorsqu'une force va être appliquée sur le tissu, dans le cas ici sur l'épithélium, et dans ce cas-là, il peut y avoir une rupture, même avec une application d'une force latérale, localisée. Cela peut se traduire par une rupture du tissu. Vous retrouvez sur la figure A la constitution de la jonction adhérente avec les différentes protéines mises en jeu. Ces protéines jonctionnelles sont en contact avec les filaments d'actine, mais par le biais de protéines accessoires. Ici, ces protéines sont la vinculine, l'alpha-actinine et la bêta-caténine. Dans le cas des jonctions d'ancrage également, mais dans le cas du contact focal, qui est l'équivalent de la ceinture d'adhérence sur la face basale des cellules, les filaments du cytosquelette qui vont être impliqués sont les filaments d'actine. Et les protéines qui interviennent dans la jonction entre la cellule et la lame basale sont les intégrines. Ce sont des récepteurs d'adhésion cellulaire. Nous verrons un petit peu plus loin dans le cours les différents constituants de la lame basale et nous reverrons également le rôle des intégrines. Les intégrines n'ont pas de contact direct avec les filaments d'actine. De nouvelles protéines interviennent, taline, vinculine, alpha-actinine, et ces protéines créent le lien entre les intégrines et les filaments d'actine.
Au cours du développement embryonnaire, les cellules de l'embryon, au cours de la première semaine du développement, vont passer d'un stade dit uva à un stade morula. Au cours de ce stade, ou du changement de stade, on peut observer un changement de morphologie cellulaire. De cellules qui sont rondes et qui n'ont pas de lien particulier, on va passer à des cellules qui vont changer de forme, qui vont plus ou moins s'aplatir sur certaines de leurs faces, et entre lesquelles nous pouvons constater une adhésion augmentée. La protéine qui va intervenir dans l'adhésion des cellules les unes aux autres est la E-cadérine. Cette cadérine, qui va être exprimée, va permettre aux membranes cellulaires de cellules adjacentes de venir interagir les unes avec les autres. Ici, la cadérine est mise en évidence par un anticorps fluorescent qui permet, grâce à un microscope à fluorescence, de visualiser cette protéine. Vous voyez clairement que la cadérine est présente sur tout le pourtour cellulaire et permet de créer une jonction entre les différentes cellules . Après les jonctions serrées et les jonctions d'ancrage, voyons désormais les jonctions ouvertes ou communicantes, que l'on appelle également les jonctions gap. Ces jonctions ne servent qu'à créer un système de communication entre les cellules. Elles ne sont pas liées aux protéines du cytosquelette. Elles peuvent être regroupées en petits amas, formant des petites jonctions gap, ou alors en unités comprenant un très grand nombre de jonctions gap. Qu'elles soient en petit nombre ou en très grand nombre, elles forment des champs de jonctions gap. Les jonctions gap sont constituées de cylindres que l'on appelle des connexons. Un connexon est constitué de 6 protéines que l'on appelle les connexines. Chaque protéine est constituée d'une chaîne d'acides aminés traversant 4 fois la membrane plasmique. Chaque protéine possède un domaine NH3+, et un domaine COO-, orienté côté cytosolique, c'est-à-dire côté intérieur de la cellule. Retenez, un connexon est constitué de 6 connexines, ayant une représentation tridimensionnelle intéressante puisque elles forment des structures très stables permettant le passage de molécules entre deux cellules contiguës. Essentiellement, les molécules pouvant passer sont des courants électriques, de l'eau, des minéraux, toutes les molécules inférieures à 1,5 kDa ou 1500 Dalton. Vous retrouvez ici à gauche un champ membranaire de jonction de type gap. Vous pouvez constater le grand nombre de cylindres côte à côte constituant ce champ membranaire. Chaque structure canalaire est constituée de 6 molécules de connexine formant un canal que l'on appelle un connexon. Chaque canal a une taille ou diamètre d'environ 7 nanomètres, ménageant un pore central de 2 nanomètres de diamètre. Donc cet espace ne permet qu'à des toutes petites molécules de pouvoir passer d'une cellule à l'autre. Chaque cellule possède un connexon et 2 connexons viennent en vis-à-vis l'un par rapport à l'autre de façon à former un canal continu. Donc pour former une jonction de type gap, il faut obligatoirement 2 connexons, un appartenant à une cellule, par exemple la cellule qui est représentée ici en bleu, et l'autre connexon appartient à la deuxième cellule qui est contiguë et qui est représentée ici en vert. Et ces 2 connexons en vis-à-vis ménagent un pore continu, un canal permettant le passage de substances d'un poids inférieur à 1,5 kDa ou 1500 Dalton.
Nous avons terminé la description et la présentation de la constitution des jonctions cellulaires. Abordons désormais la matrice extracellulaire. Cette substance est constituée d'un très grand nombre de composants différents, de molécules différentes, que nous allons énumérer désormais. Tout d'abord, les protéoglycanes constituent une famille importante de molécules de la matrice extracellulaire. Les protéoglycanes sont formés de protéines sur laquelle sont greffés des glycosaminoglycanes. Les glycosaminoglycanes correspondent à de longues chaînes composées d'unités disaccharidiques répétitives avec toujours un glucide aminé qui peut être le N-acétylglucosamine ou le N-acétylgalactosamine et d'autre part d'un acide uronique, acide glucuronique ou iduronique. Ils se répartissent en 4 types principaux. Tout d'abord, l'acide hyaluronique, la chondroïtine sulfate, l'héparane sulfate et le kératane sulfate. Les glycosaminoglycanes forment des mailles permettant d'absorber de très grandes quantités d'eau grâce à des charges négatives. Ils vont notamment attirer très fortement les ions Na+, et donc ils vont également attirer l'eau. Les glycosaminoglycanes et les protéoglycanes, constitutifs des tissus, vont donc permettre très fortement l'hydratation des tissus. Ils constituent un gel hydraté d'un volume considérable, 1000 à 10 000 fois le volume initial. Cela permet notamment aux matrices de résister aux différentes forces de compression. Les glycosaminoglycanes sont également importants pour la migration des cellules au cours de la morphogénèse et de la cicatrisation des tissus. Les protéoglycanes sont toujours constitués d'un squelette protéique. Vous constatez que sur chaque molécule, bien qu'elle soit différente en termes de structure, les différentes molécules qui sont présentées sur cette diapositive sont toujours constituées d'un squelette protéique avec une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale sur laquelle sont greffés des glycosaminoglycanes. Ici en particulier sur la molécule du haut, en A, l'agrégant, l'acide hyaluronique. Vous avez déjà certainement entendu parler de l'acide hyaluronique parce qu'il est notamment très utilisé dans les cosmétiques. En effet, un apport au niveau de la peau d'acide hyaluronique va permettre de recharger la peau en cette molécule, et cette molécule attirant l'eau très fortement, elle permettra de réhydrater les tissus, et si c'est au niveau de la peau, de permettre d'estomper les rides, notamment qui sont dues à une déshydratation du tissu. En B est présente la décorine, une autre protéine liée également à des molécules de glycosaminoglycanes. En C, la serglycine, avec toujours son squelette protéique N-C-terminal, sur laquelle sont greffés une série de glycosaminoglycanes. Le perlécan, autre exemple, en D, le syndécan en E, le glypican en F, toujours constitués d'un squelette protéique sur laquelle sont greffées des molécules de glycosaminoglycanes. Comme je vous l'ai précisé juste avant, les glycosaminoglycanes correspondent à de longues chaînes composées d'unités disaccharidiques répétitives, avec toujours un glucide aminé qui peut être soit le N-acétylglucosamine, soit le N-acétylgalactosamine, et d'un acide uronique, qui peut être l'acide glucuronique ou l'acide iduronique. Ils se répartissent en 4 types principaux. L'acide hyaluronique, que vous pouvez distinguer sur le bas de la diapositive, qui est composé d'unités disaccharidiques répétitives impliquant l'acide déglucuronique et le N-acétylglucosamine. Le chondroïtine sulfate est présent notamment dans les tissus conjonctifs
cartilagineux. Il est composé d'unités disaccharidiques répétitives impliquant l'acide D-glucuronique et le N-acétyl D-galactosamine. Le kératène-sulfate est trouvé en particulier dans les tissus kératinisés. Il est constitué de D-galactose et de N-acétyl D-glucosamine. Un des intérêts des glycosaminoglycanes est de former des mailles permettant d'absorber de très grandes quantités d'eau grâce à la charge négative des molécules qui les constituent. Ces molécules étant chargées négativement, elles vont attirer des ions chargés positivement, en particulier les ions Na+, et les mouvements de sel vont accompagner les mouvements d'eau. Donc toutes les structures étant composées de grandes quantités de glycosaminoglycanes vont être des structures qui sont très hydratées. Ainsi se constitue un gel hydraté d'un volume considérable qui peut faire entre 1000 et 10 000 fois le volume initial. Cela permet notamment aux matrices de résister aux différentes forces de compression. L'un des intérêts d'intégrer par exemple de l'acide hyaluronique dans des cosmétiques est de pouvoir recharger la peau en acide hyaluronique et donc en une molécule qui va attirer l'eau et qui va permettre une hydratation optimale des tissus. Cela permettra ainsi de refaire gonfler le tissu et donc de diminuer la profondeur des rides. Les glycosaminoglycanes sont également très importants pour la migration des cellules au cours de la morphogénèse et de la cicatrisation des tissus. Vous pouvez voir en détail les constituants de ces trois glycosaminoglycanes, chondroïtine sulfate, kératène sulfate et acide hyaluronique. Je ne vous demande pas, bien évidemment, de connaître les formules développées de ces molécules. Le collagène est une autre protéine très importante des tissus conjonctifs. Cette protéine est dite structurale, elle est majeure, elle représente 25% de la masse protéique d'un individu. Cette protéine a pour fonction de renforcer les structures du corps au niveau des tendons, de la peau, des organes internes, des os, des dents, avec des minéraux formant un matériau composite au niveau des deux dernières structures dont je vous ai parlé, os et dents. Ces protéines sont des protéines fibreuses qui peuvent faire de 0,5 à 3 microns de diamètre et jusqu'à 30 microns de longueur. Elles sont constituées de fibrilles qui sont plus ou moins nombreuses, elles-mêmes constituées de structures hélicoïdales. Chaque structure hélicoïdale, telle que vous pouvez le voir sur la droite de votre diapositive, est formée de 3 chaînes polypeptidiques alpha qui font 100 kDa chacune. Elles sont enroulées les unes autour des autres et reliées par des ponts disulfures. Chaque chaîne polypeptidique alpha est constituée d'un enchaînement d'acides aminés glycine XY. Cela signifie que tous les 3 acides aminés, nous retrouvons systématiquement une glycine. Ces triples hélices s'assemblent en structure de type fibrille par l'intermédiaire de liaisons. Vous pouvez distinguer sur cette représentation schématique la façon dont les fibrilles de collagène s'assemblent les unes par rapport aux autres. Elles forment ainsi des fibrilles de collagène et ces fibrilles vont s'empiler les unes sur les autres pour former de très grosses structures que l'on appelle des fibres de collagène. Les collagènes peuvent être fibrillaires, enfeuillés ou de liaison.
La molécule de collagène va être synthétisée au sein de cellules très importantes des tissus conjonctifs que l'on appelle les fibrocytes ou fibroblastes. La protéine va être codée à partir d'un ARN messager, décodé au niveau des ribosomes, et la synthèse se fait au niveau de l'appareil de Golgi. L'alignement des 3 chaînes alpha se fait par l'intermédiaire de ponts disulfure. Il se forme ainsi une hélice à l'intérieur du réticulum endoplasmique et vous pouvez distinguer à l'extrémité de l'hélice des propeptides. Ces propeptides vont permettre notamment l'adressage de la protéine vers un nouveau compartiment intracellulaire qui est l'appareil de Golgi. Au niveau de l'appareil de Golgi, la protéine peut subir un certain nombre de modifications chimiques, puis elle va quitter l'appareil de Golgi et être adressée vers la membrane plasmique. Dans la vésicule permettant le passage de l'appareil de Golgi à la membrane plasmique, les propeptides vont être excisés. Et lorsque les chaînes de collagène sont exocitées, cela induit un assemblage spontané en fibrilles de collagène. Donc cette étape-là n'a lieu qu'à l'extérieur de la cellule. Puis les fibrilles de collagène vont s'associer en fibres de collagène au niveau de la lame basale, mais de l'ensemble des matrices extracellulaires. Revenons sur la synthèse du collagène et les différentes étapes qui font partie de la fabrication de cette molécule très importante pour les tissus conjonctifs. La synthèse des fibrilles de collagène est réalisée dans les compartiments intracellulaires du fibrocyte. Tout d'abord, 3 chaînes alpha sont constituées. Ce sont des chaînes de procollagène qui s'alignent grâce à des ponts disulfure. Puis se forme une triple hélice de procollagène. Il y a excision des extrémités de la triple hélice de procollagène qui induit un assemblage spontané des fibrilles à l'extérieur de la cellule. Les liaisons se font par des groupes hydroxylysine qui renforcent les fibrilles et plusieurs fibrilles vont former des fibres de collagène. La fibronectine participe à l'organisation des matrices et à l'adhérence cellule-matrice. Elle est constituée de 2 chaînes alpha et bêta qui font 230 kDa chacune, réunies par 2 ponts disulfure, côté COH terminal, et qui constituent un réseau fibrillaire. Vous pouvez constater que chaque chaîne de la fibronectine dimérique est constituée de domaines globulaires. Chaque domaine globulaire est un site de liaison à d'autres molécules des tissus conjonctifs. Par exemple, la fibrine ou les parents sulfates. Également, elle possède un site de fixation au collagène, un site de fixation aux intégrines. Cela est très important puisque les cellules vont pouvoir adhérer à la matrice extracellulaire et aux lames basales grâce à des récepteurs cellulaires que l'on appelle les intégrines. Et ces récepteurs cellulaires se fixent notamment sur la fibronectine. D'ailleurs, au niveau de ce site de liaison de l'intégrine est présent une séquence peptidique particulière que l'on appelle la séquence RGD. R pour arginine, glycine, acide aspartique. Je répète, séquence RGD pour arginine, glycine et acide aspartique. Elle possède également un domaine de liaison pour les parents sulfates, un domaine de liaison pour la fibrine. Il existe également une fibronectine qui est monomérique, mais cette fibronectine n'existe qu'à l'état circulant.
la fibronectine dimérique est une protéine qui réside dans les tissus conjonctifs. Comme son nom l'indique, l'élastine est une protéine qui va donner l'élasticité au tissu. Parmi les structures élastiques des organes et des tissus conjonctifs sont retrouvées des fibres élastiques dont les principaux composants sont l'élastine et la fibrilline. L'élastine est une protéine très hydrophobe de 68 kDa qui est capable d'adopter un état relâché et un état étiré tel que c'est représenté sur les différentes représentations de cette diapositive. Vous voyez qu'elle possède un état étiré et dans certains cas un état enroulé ou super enroulé. Et du fait de pouvoir changer de conformation spatiale, elle va également pouvoir donner une élasticité intéressante au tissu. L'exemple qui est donné en bas à gauche de votre diapositive, c'est le rôle de l'élastine dans la lame élastique des structures vasculaires. La lame basale est formée notamment de fibrilline et d'élastine. Et cette lame élastique, qui est située en dessous de l'épithélium du vaisseau, va donner une élasticité à la paroi vasculaire et donnera la possibilité au vaisseau de pouvoir changer de forme et de pouvoir se distendre sous l'effet de la pression artérielle ou de la pression veineuse. La lame basale correspond à une matrice extracellulaire spécialisée qui ne forme pas forcément de couches très épaisses, mais elle est constituée d'un ensemble de molécules qui interagissent les unes avec les autres, formant ainsi un échafaudage moléculaire bien visible sur cette diapositive. Cette lame basale peut être présente à la base d'un tissu épithélial, elle peut être présente également autour des fibres musculaires, ou, un autre exemple intéressant, parce que nous l'avons vu en cours, comme constituant de la barrière de filtration glomérulaire. Elle réalise ainsi une interface entre le compartiment sanguin, qui est bordé de cellules endothéliales, et le compartiment urinaire, composé de podocytes, les podocytes étant les cellules qui constituent la face interne de la capsule de Bowman. Le collagène 4 est un composant spécifique des lames basales. Il ne correspond pas au collagène fibrillaire. Dans le cas du collagène 4, il est constitué de monomères, c'est-à-dire de molécules possédant un domaine globulaire C-terminal et une queue N-terminale, et entre les deux est présent un domaine en triple hélice. Le premier niveau d'assemblage correspond à une rapide association en vis-à-vis via les domaines globulaires C-terminaux. À partir de deux monomères, nous pouvons voir apparaître une structure dimérique. Ensuite, cette structure dimérique s'associe par des liaisons latérales via les domaines en triple hélice pour former un réseau en forme de feuillet. Les queues N-terminales font quant à elles saillie des deux côtés du plan du réseau. Ce réseau polygonal en forme de feuillet va ensuite s'empiler en un réseau multicouche. Il y a formation d'un réseau empilé de feuillets par de lentes associations covalentes via les queues N-terminales qui faisaient saillie de part et d'autre du plan du feuillet. La laminine correspond à une autre protéine d'adhésion avec la fibronectine. Cette molécule est caractéristique puisqu'elle a
une forme de croix. Elle est constituée de 3 chaînes polypeptidiques formant également des domaines globulaires. Les laminines correspondent à une famille de protéines, plus précisément de glycoprotéines hétérotrimériques, de grande taille, avec un poids moléculaire qui peut aller de 400 à 1000 kDa à mesure où il existe plusieurs types de laminines. Les laminines sont composées par l'assemblage de 3 chaînes polypeptidiques, alpha, bêta et gamma. Dans d'autres documents, vous pouvez trouver A, B1, B2 par exemple. Ces 3 chaînes sont codées par des gènes distincts et elles sont reliées entre elles par des ponts disulfure. Les laminines ont une morphologie en croix asymétrique avec 3 bras courts et un bras long. Les extrémités N-terminales et C-terminales correspondent respectivement aux bras courts et aux bras longs. Vous pouvez constater qu'au travers des domaines globulaires, la laminine présente des domaines de fixation à d'autres molécules de la lame basale ou aux cellules. Notamment, vous pouvez observer un domaine de fixation à l'éparasulfate, un domaine de fixation aux intégrines qui correspond au domaine de fixation aux cellules, un domaine de fixation au collagène 4 également. Dans le cas d'une laminine qui se représente dans le tissu hépatique, un domaine de liaison, par exemple, aux hépatocytes, ou dans le système nerveux, un domaine de fixation aux neurites. Il existe 5 classes principales de molécules d'adhésion. Les cadérines, que nous avons déjà vues, et qui rentrent dans la composition des jonctions d'ancrage, ceinture d'adhérence et desmosomes. Deuxième catégorie, ou deuxième classe, les NCAM, avec la superfamille des immunoglobulines. Nous trouvons également les sélectines, les mucines et les intégrines. Les cadérines établissent des interactions que l'on appelle homophiles, c'est-à-dire entre molécules identiques. La superfamille des immunoglobulines réalise également des interactions de type homophile. Mais d'autres molécules d'adhésion réalisent des interactions hétérophiles. Vous pouvez voir l'exemple de la sélectine, notamment de la P-sélectine avec son domaine lectine, qui est capable d'interagir avec un résidu carbohydrate des mucines. Les intégrines sont des molécules d'adhésion qui agissent comme des récepteurs cellulaires et qui peuvent interagir avec la fibronectine par le biais du domaine RGD, arginine, glycine, acide aspartique, et cela permet à une cellule de venir adhérer et de pouvoir adhérer à la lame basale. Je vous ai présenté et détaillé sur cette diapositive les composants du point focal d'adhérence. Les points focaux d'adhérence, comme les hémidesmosomes, sont des zones de contact et de liaison de la cellule à son support. Ils sont composés des intégrines, molécules d'adhésion, ayant un domaine intracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine extracellulaire. Et c'est le domaine extracellulaire de l'intégrine qui interagit avec les molécules de la lame basale, en particulier des molécules qui sont adhésives, telles que la fibronectine, possédant le domaine RGD, arginine, glycine, acide aspartique. Les récepteurs de type intégrine sont liés aux filaments d'actine, car ce sont des points focaux d'adhérence, par l'intermédiaire de molécules qui sont des molécules accessoires, telles que l'alpha-actinine, la vinculine et la taline. Un hémidesmosome est sensiblement équivalent, sauf que les filaments du cytosquelette qui seront impliqués seront les filaments intermédiaires de cytokératine. Vous retrouvez un petit peu plus détaillé sur cette diapositive une représentation schématique
d'une intégrine avec son interaction avec les filaments d'actine et l'implication des protéines qui servent de jonction entre l'intégrine et le filament d'actine, telles que la taline et la vinculine. Sur cette diapositive est représenté le phénomène de leucocyte rolling et le rôle des molécules d'adhésion cellulaire dans la migration justement de ces leucocytes au niveau endothélial. Sont représentés ici deux types cellulaires. D'une part, les cellules jaunes qui sont les cellules endothéliales et la cellule bleue représentant la cellule inflammatoire, notamment ici le leucocyte. Ces cellules présentent différents récepteurs et molécules d'adhésion à leur surface. À la surface de la cellule endothéliale est représenté ici l'ICAM1, qui est une molécule d'adhésion qui va être capable d'interagir avec une intégrine présente à la surface du leucocyte, qui est alpha-L bêta-2. Parallèlement, on constate la présence d'un récepteur, qui est le récepteur au PAF, le Platelet Activating Factor, présent à la surface du leucocyte, et le ligand du PAF, du récepteur au PAF, qui est donc le PAF, est lui synthétisé par la cellule endothéliale. Le leucocyte va commencer à interagir progressivement avec la cellule endothéliale par le biais de ces molécules d'adhésion et des différentes interactions ligand-récepteur qui vont lui indiquer ce qu'elles doivent faire. Donc vous pouvez voir notamment également la P-sélectine qui interagit avec le ligand de la sélectine, qui va être un résidu carbohydrate. Et l'ensemble de ces interactions vont permettre à la cellule de progressivement se stopper à la surface de la cellule endothéliale. Ne sont représentés ici que quelques acteurs. Vous pouvez imaginer qu'il y en a des dizaines permettant ce processus. Une fois que la cellule se sera stoppée à la surface de la cellule endothéliale, elle va initier un certain nombre de changements morphologiques, en particulier la création d'un pseudopode, donc une sorte de bras qui va lui permettre de commencer à s'insérer entre les cellules endothéliales. Mais parallèlement, les cellules endothéliales vont également devoir désorganiser leur jonction, permettant le passage du leucocyte au travers des cellules endothéliales. Les facteurs inflammatoires permettent d'attirer les leucocytes vers le tissu conjonctif par un processus de migration transendothéliale, c'est ce que l'on appelle la diapédèse. Ce processus va comprendre différentes phases. Une phase de circulation pendant laquelle les cellules ne sont pas adhérentes et n'établissent pas d'interaction avec les cellules endothéliales. Une phase d'attachement et de roulement pendant lesquelles des interactions par le biais de molécules d'adhésion vont permettre au leucocyte de venir rouler progressivement et établir des interactions de plus en plus fortes avec les cellules endothéliales. Lorsque ces interactions permettent de stopper la cellule, elle permet également d'initier un changement morphologique au sein des cellules. D'une part, le leucocyte va pouvoir émettre un pseudopode ou phylopode lui permettant de s'insérer entre les cellules endothéliales, et d'autre part, les cellules endothéliales vont également devoir modifier leur jonction de façon à pouvoir laisser traverser le leucocyte. C'est le phénomène de diapédèse. Et parallèlement, la réaction inflammatoire va permettre la synthèse de différentes chémokines, qui sont des molécules signales indiquant aux cellules ce qu'elles doivent faire, et notamment venir en renfort sur le lieu de l'inflammation. Les molécules pouvant interagir les unes avec les autres dans le cadre d'interactions homophiles ou hétérophiles sont nombreuses. Sont représentés ici deux composants de cette interaction,
une sur le leucocyte qui est un résidu carbohydrate qui est le sialyl Lewis X, et d'autre part la sélectine, ici la E-sélectine, molécule d'adhésion de la cellule endothéliale. Dans ce cas-là, c'est une interaction de type hétérophile, c'est-à-dire entre molécules différentes. La structure glucidique sialyl Lewis X du leucocyte forme un lien faible avec la sélectine de la cellule endothéliale. Le remodelage de la matrice extracellulaire est un processus normal en physiologie, mais également qui intervient dans les processus pathologiques. Parmi les molécules intervenant dans ce remodelage de la matrice, nous trouvons les protéases. Ce remodelage est un événement lent et continu, mais qui est crucial en physiologie. Il permet la migration des cellules dans la matrice, la cicatrisation, l'involution utérine après la naissance. Dans le cas d'une destruction non contrôlée, il peut y avoir apparition de pathologies telles que des maladies dégénératives, une invasion tissulaire tumorale et métastatique. Il existe deux grandes familles de protéases. Les métalloprotéases matricielles, que l'on appelle les MMP, telles que les collagénases hautement spécifiques, calcium ou zinc dépendants. Les sérines-protéases, possédant un site actif contenant des sérines. En termes de mode d'activation, elles sont sécrétées par des cellules en précurseur, clivées et activées localement, ou elles peuvent être également activées par des récepteurs cellulaires.